Charles Jourdain, bonjour. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Soit. Alors, on va commencer évidemment par... Là, tu viens de combattre, tu viens de faire une performance extraordinaire avec une guillotine à une main, alors mode Luke Rockhold, Weidman, un truc de fou, contre Lando Vannata, qui est lui-même ultra talentueux et qui est bien connu des fans. Là, tu as call out Edson Barbosa pour ton prochain combat. Est-ce que là, ça veut dire que ça y est, tu sens que tu as passé un cap et que tu es vraiment au moment de ta carrière où tu peux commencer à te dire, OK, on va challenger pour le titre dans quelques combats maintenant? Ouais. Dans le fond, j'ai une mentalité un peu Dragon Ball quand je vais combattre. Puis plus je me bats, plus je deviens fort. Puis je l'ai vu dans mes 2 derniers combats. Puis contre Julian Erosa, c'était pas la première fois que je perdais. Mais d'habitude, quand je perdais, c'était comme split decision contre Philly, contre André Philly, qui était un bon featherweight. Là, je me suis fait finir. Puis dans ma tête, ça a sonné une cloche dans le genre s'il n'y avait pas d'arbitre, je serais mort. J'aurais eu un combat contre cette personne-là, puis j'aurais pu mourir, mais il y a un arbitre qui m'a sauvé la vie. Ça l'a allumé un feu en dedans de moi, et je ne veux plus jamais revivre ça. Ça peut réarriver parce qu'on est à l'UFC puis on se bat contre les meilleurs gars du monde, mais ça l'a réveillé quelque chose en dedans de moi qui me fait du bien. J'ai réussi à tourner la performance la plus difficile de ma vie en quelque chose de positif. Donc, ça fait de moi un combattant beaucoup plus dangereux. On a vu contre Ewald beaucoup plus d'agressivité. Mais par contre, moi, j'ai la tendance à être plus un counter-puncher. J'attends qu'un gars mette beaucoup d'agressivité pour les pogner avec la gauche. Puis Ewald n'attaquait pas. Fait que c'est ma seule victoire que je n'ai pas terminée, c'était André Ewald. Là, j'ai réussi à dropper Lando Vannata, à lui passer la guillotine. Fait que là, ça l'a montré encore une fois un bon striking puis un excellent jiu-jitsu. Fait que ça l'a réveillé beaucoup de gens chez les poids plumes. Même André Philly avait twisté après, qui avait dit aussitôt que je me suis battu avec Charles, je savais qu'il allait faire des vagues, puis il semble savoir trouver. Puis il y avait un point, je me suis trouvé après la défaite contre Erosa. C'était difficile, mais j'ai transformé ça en positif. Et du coup, là, ça veut dire que vraiment, tu sens que tu commences à être mûr autant mentalement qu'au niveau des compétences. Là, tu sens que tout est en train de commencer à se rejoindre maintenant que tu as eu cette défaite de laquelle tu as vachement appris et tout ce qui va avec. Yes, surtout, je commence à vieillir physiquement. Tu sais, je suis arrivé à l'UFC, j'avais 23 ans. Puis n'importe qui, un athlète de 23 puis un athlète de 30 ans, plus proche, là, je ne suis pas à 30 ans, je suis à 26, mais on voit la différence, la morphologie. Tu sais, Alex Volkanovski, il a l'air fort comme un bœuf. Ouais. Commence à prendre une force incroyable. Je me sens beaucoup plus fort qu'avant, beaucoup plus de cardio, beaucoup plus de muscles dans les bas du dos, mon corps aussi, parce que notre corps, c'est notre centre de masse. Tu sais, quand on fait des abdos, etc., c'est très important cette chaîne de muscles-là, parce que c'est de là que les rotations ils se font autant en boxe-taille qu'en boxe, même en lutte. Fait que un corps important, moi, j'étais faible. Tu sais, il n'y a même pas 1 an avant que je commence avec un préparateur physique qui est Garrett Kuleza. Dans le fond, vite, la famille Kuleza, c'est eux autres qui s'occupent des boxeurs professionnels comme Arthur Beterbiev, etc. Arthur Beterbiev, je m'entraîne avec lui le matin. On s'entraîne séparément parce qu'ils n'ont pas le même training que nous, les gars d'MMA. Mais ça a complètement changé. Tu sais, il n'y a même pas 1 an et demi, j'avais de la misère à squatter une plate. Je ne pouvais pas faire de deadlift à cause que mon corps n'était pas assez fort. J'étais incapable de bencher. J'étais incapable de faire n'importe quel mouvement olympique. Puis là, avec le temps, avec l'âge, le fait que je deviens plus mûr, le fait que je mets beaucoup de temps là-dedans, ça fait de moi quelqu'un de beaucoup plus dangereux que je l'étais que quand j'étais le petit gars de 23 ans qui arrive de TKO. Donc, je vois plein de belles choses qui s'en viennent, mais tout ça, tout ce qui se passe bien à la lumière, c'est fait dans le noir quand tu es tout seul puis que tu travailles comme un fou. Fait que le travail qui a été fait dans l'ombre commence à aller à la lumière, puis c'est satisfaisant de voir ça. Et est-ce que tu penses que le fait que tu aies un style, et en plus là, c'est vrai que comme tu l'as dit, tu as été encore plus agressif sur les derniers combats, est-ce que tu penses que ça aurait pu te faire aller avancer plus vite si tu avais été plus safe? Oui, tu sais, il y en a qui disent que gagner, c'est le plus important, mais moi, c'est pas la victoire. Quand je rentre, j'ai pas 15 minutes pour gagner, j'ai 15 minutes pour te défoncer. C'est ça. J'ai détesté contre Ewald de ne pas l'avoir terminé. Par contre, quand j'ai lancé le push kick puis il a tombé par terre, un moment qui est viral sur les réseaux sociaux, j'avais un homme vaincu devant moi. Donc, ça ne m'a pas resté trop amèrement dans la bouche, là. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de vouloir... Parce que me battre pour gagner, je ne me battrai pas comme moi je suis.
puis j'aurais pas les performances que j'ai. C'est important pour moi de vouloir finir mon adversaire. Ça met un stamp, puis il n'y a pas de les juges y ont volé, blablabla. Non, non, non. C'est un stamp. C'est une étampe qui dit il a gagné, personne ne peut chialer. Puis ça, c'est important pour moi. Puis je me suis battu même toute ma carrière amateur, professionnelle. Puis me battre pour gagner, ce ne serait pas se battre pour comme moi j'aime me battre. Donc, je ne serais pas fidèle à moi-même si je ferais ça. Et justement, ça, j'ai vraiment trop envie d'en parler parce que, par exemple, c'est vrai que là, ton combat contre Ewell, il y a eu ce moment-là, le Spartan Kick qui a fait le tour des réseaux sociaux, mais il y a même un moment, j'ai regardé le combat aujourd'hui où, je sais plus, je crois que c'est un front kick ou un truc comme ça, tu le places, il passe crème, et en gros, tu lâches un waouh, et après, tu reviens à l'attaque. Et ça, mais en fait, ça me fascine et je voudrais juste, d'où ça te vient ça? Parce que d'où ça te vient le fait de vouloir combattre de manière aussi agressive, de vouloir, comme tu le dis, défoncer ton adversaire plus que, entre guillemets, gagner un peu à la japonaise. D'où ça devient ce feu intérieur-là? C'est la peur qu'on traîne depuis des mois, qu'on va se battre contre les meilleurs gars du monde dans l'UFC. Ça fait peur, se battre. Puis tu sais, quand un gars lâche un cri après, le cri, c'est un relief. Je sais pas, tu dois connaître Pelé, le joueur de soccer. Ouais. Pelé, il a fait un documentaire sur Netflix que c'est venu me rejoindre parce qu'à la fin, il dit c'est même pas de gagner qui me fait du bien, c'est même pas le trophée, nanana, c'est juste le relief. Le relief, c'est le premier c'est fini. Puis ça fait un bien énorme. Fait que quand les gars ils crient, c'est leur façon d'extérioriser ce là. Fait que Puis quand j'ai crié contre Ewell, par contre, c'est un petit peu différent, c'est qu'il attaquait pas. Il était sur la défensive, puis ça me frustrait parce que je devais partir tous les échanges, puis il était très évasif. Fait que c'est comme quand tu essaies de jouer à un jeu, puis tu essaies de toucher la cible, mais la cible bouge tout le temps, mais elle se rapproche pas, elle fait juste s'éloigner. Puis c'est quand j'ai fait un tie sweep que j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai sweep, il a tombé, puis il reprenait son équilibre, puis il avait les yeux partout, puis là, j'étais là, ouais! Même parce qu'un combat, ça se fait à deux. Tu sais, on n'a pas eu le fight of the night justement parce qu'il n'attaquait pas. Fait que c'était plus une performance athlétique quand les gens regardaient parce que c'était moi qui poussait. Ça me venait me frustrer. J'étais comme, hey, t'es dans l'UFC, montre que tu as ta place parce que peut-être que sa place et ma place étaient en jeu. Tu sais, Andre Ewell, ils l'ont sorti de l'UFC après cette performance-là parce que tu peux pas arriver puis juste survivre puis rester loin. Il faut que tu essayes. Tu sais, au dernier round, j'étais rendu trop confiant. Puis quand j'ai crié, j'avançais vers lui, puis il a reculé, puis il m'avait lancé un front kick qui a fait craquer le cartilage sur mon nez. Puis là, je pissais le sang des deux narines. Puis j'étais comme, OK, good. Puis j'étais content quand c'est arrivé. J'étais comme, hein, fais quelque chose même. Tu sais, ta job est en jeu. Puis quand ta job est en jeu, c'est de la bouffe pour tes enfants. Il y a plein de choses. Puis ça me frustrait de voir qu'il était vaincu comme ça. Puis il a accepté la défaite. À partir du deuxième round, il en voulait déjà plus. Puis ça me frustrait. Je suis comme, man, on est supposé être les meilleurs combattants du monde ici. Tu es supposé être capable de m'en redonner. Puis le fait qu'il ne le fasse pas, c'est venu me chercher en dedans de moi parce que je ne veux pas enlever de la bouffe sur les enfants de quelqu'un, sur la table pour ses enfants. Tu comprends? Fait que, tu sais, quand j'ai gagné puis j'ai su qu'il s'était fait mettre dehors de l'UFC, c'est venu me chercher en dedans. Mais c'est la vie. C'est kill or be killed. Puis c'était lui ou c'était moi. Fait que j'avais pas le choix de mettre la donne. Mais je m'attendais à plus de torque de sa part. Mais c'est la vie. C'est la vie. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois quelqu'un, comme tu l'as dit, qui tu sens qu'il est vaincu parce que ta volonté, ta technique et le fait que tu étais meilleur que lui a fait que tu l'as battu mentalement. Est-ce que déjà tu penses à ça pendant le combat? Parce que tu l'as dit, tu l'as vu. Est-ce que tu y penses? Est-ce que ça te rajoute encore du coup de l'énergie? Qu'est-ce que ça fait de voir ça chez quelqu'un? C'est une énergie que tu ressens. Tu ressens quand une personne est vaincue parce qu'il va donner un coup, puis tu vas voir qu'il va commencer à donner un petit peu plus son dos pour changer ses angles. Il va être moins centré sur toi. Ses yeux, son visage, tu sais, il va se perdre un peu son regard ou il va regarder le temps, combien de temps il reste. Fait qu'il y a plein d'indices sur une personne qui n'a plus envie d'être là-dedans. J'ai jamais vécu ce moment-là. Une fois, j'ai eu un doute, c'est quand Duo Choi, le Coréen, m'avait frappé sur le bord de l'oreille. C'était la première fois de ma vie que c'est drôle, un knockdown, parce qu'il a frappé sur le côté de mon oreille. J'ai fait « Ah, ça n'a pas fait si mal. » Puis tout l'univers s'est mis à tomber avec moi. J'ai comme fait « Oh! » Mes jambes ne marchaient plus. Puis là, j'ai tombé, il est embarqué sur moi, il me donnait des coups. Puis c'est la première fois que j'avais un feeling, je me suis dit, je pourrais être chez moi avec ma copine, je pourrais être en train de gamer World of Warcraft. Tu sais, j'ai comme
moi, j'appelle la bitch, c'est une petite voix dans ta tête qui te donne toutes les raisons pourquoi tu ne devrais pas faire plus. Parce que notre cerveau, il veut nous trick, il veut nous truquer en nous faisant comprendre qu'on pourrait être plus confortable ailleurs. Tu pourrais être plus confortable à rester chez toi. Non, lève-toi pas à 6 heures du matin, va pas à la salle. Tu sais, notre cerveau, il veut nous rendre trop la vie facile. Puis c'est correct, je veux nous protéger, mais je veux pas d'une vie dans un cocon. Puis quand j'étais par terre, je vais non, 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 non. Si je pourrais manger une volée, je vais la manger pour vrai. Je me suis relevé, puis j'ai mordu dans le mouthpiece, puis je soignais avec lui. J'étais comme, j'accepterai pas la défaite comme ça. Mais j'ai quand même compris où est-ce que ton mental peut t'apporter. Cette faiblesse mentale-là, ça joue dans le corps, dans l'esprit d'un combattant. Fait que des fois, je le ressens. Tu sais, mes knockouts, j'ai pas beaucoup de knockouts. J'ai beaucoup de TKO parce que je fais beaucoup de dommages aux jambes, dommages au corps, des coups à la tête. Puis je vois que les gars, c'est pas vraiment des KO solides. J'ai quelques KO vraiment solides à TKO, mais plus les gars, tu vois, ils deviennent plus mous, puis ils se mettent en boucle, comme OK, j'ai fini. Chad Mendes contre Alex Volkanovski, ça en était un autre. Tu sais, il a lancé une bonne shot au corps, puis Chad, il a juste, non, je suis plus capable. Puis tu te mets en boule. Fait que c'est spécial, c'est une énergie que tu ressens. Fait que tu dois t'assurer d'être du bon côté de la médaille quand ça arrive. Tu vas être l'agressé. Et est-ce que tu penses que... Est-ce que déjà, ça t'est déjà arrivé, là tu dis qu'il y a eu ce moment-là contre Doo Ho Choi, est-ce que tu as déjà eu un moment autre, que ce soit pendant un combat ou pendant un entraînement, ou même, tu sais, pendant une session genre cardio où tu pousses beaucoup plus dur que d'habitude, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire vraiment, ah oui, là, ok, je pense à abandonner? Oui, ça arrive surtout au training, surtout les entraînements de conditionnement, de lutte, c'est que tu arrives un jour à la salle, puis tu sais, le monde te voit comme UFC fighter, c'est le meilleur. Absolument pas. Parce que moi, quand j'arrive au BTT avec d'autres ceintures noires de Jiu-Jitsu, je me fais laver. Je strike avec des gars qui me donnent énormément de work, de travail à la lutte. Je me fais laver. Je me fais laver partout. Mais c'est ce qui fait en sorte que quand les lumières partent, c'est let's go, c'est showtime, c'est grâce à ça que je performe. Fait que il y en a qui pensent beaucoup que vu que tu es le UFC fighter du gym, tout est facile. Absolument pas. C'est encore plus difficile parce que tu es le gars que tout le monde veut essayer, tout le monde veut tester, tout le monde veut montrer je suis capable de le battre. Fait que t'as comme une cible sur ton dos. Fait que c'est pour ça qu'il faut lever notre chapeau aux champions de l'UFC parce que dans le gym, ils ont cette cible-là sur le dos. Puis dans l'UFC au complet, tu sais, Volkanovski, toutes les 145 livres, ils ont un target sur son dos. Ils veulent tout bouffer Alex Volkanovski. Puis lui, il est comme amnésique. C'est malade de voir ça, sa mentalité de chef. Lui, Max Holloway, Edson, tous ces gars-là qui sont comme amnésants. Puis c'est fou, c'est très respectable comme mentalité. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça arrive. Puis des fois, j'arrive au gym, puis je fais... Dans le fond, il faut tout le temps au moins se rendez-vous à la salle. Moi, c'est ça mon boost. Parce que quand j'arrive à la salle, je parle avec mon coach, puis on va mettre le training en fonction de comment je me sens. Mais c'est vrai que je suis déjà arrivé au gym, puis j'ai dit, ça ne me tente plus. Mais quand tu as des bons entraîneurs, quand tu as des gens qui te connaissent, qui savent te parler, ils vont réussir à te restructurer puis dire, écoute, même si tu as fait juste 10% de ce que tu pouvais, c'est 10% de plus que zéro. Puis ça me fait du bien d'entendre ça. C'est vrai. Même si c'est pas la meilleure journée, c'est beaucoup mieux que de rien faire, d'écouter Netflix puis manger des chips. Fait que c'est des petites marches, des petites steps. C'est tu sais, la muraille de Chine, c'était une brique à la fois. C'était pas on arrive puis bon, c'est fait d'une journée. Non, c'était on va poser cette brique-là. On va poser cette brique-là, puis c'est ce qui a créé cette immense muraille-là. Et ça, c'est quelque chose qui a changé au fur et à mesure de ta carrière, dans le sens, est-ce que cette vision que tu as des choses, qui est du coup de chercher toujours le plus gros challenge, de chercher à te dépasser, de devenir la meilleure version de toi-même, est-ce que ça a toujours été ça la réflexion, ou est-ce que à 23 ans ou quand tu étais au TKO, c'était plutôt t'adores te battre et t'adores l'art du combat, et puis le reste était un peu secondaire, et petit à petit, au fur et à mesure où tu fais ce métier, tu t'es rendu compte que en fait non, ce que je recherche, c'est plutôt ça, c'est de me challenger, de devenir le meilleur possible, etc. Ouais. Depuis que je suis arrivé à TKO, c'est tout le temps de prendre les défis les plus importants parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je le faisais, ma carrière se propulsait encore plus vite. Puis ça s'appelle high risk, high reward. C'est plus grand risque, plus grande récompense. Puis ça, j'y crois beaucoup à cette espèce de philosophie-là de plus tu en fais, plus tu vas en avoir. Je suis pas quelqu'un qui aime se plaindre. Je me suis jamais plaint quand quelqu'un me donnait un match-up.
J'avais plein de raisons de le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas quelqu'un qui aime dire oh non, j'aime pas ce match-up-là parce que non, j'ai des préférences de match-up. J'aime mieux me battre contre comment il s'appelle, Edson Barbosa, que mettons Zabit, qui lui avait une technique de lutte plus impressionnante. Mais c'est parce que le problème quand tu te bats avec des lutteurs, c'est que tu dois combattre tellement défensif, puis tout est calculé parce qu'ils peuvent, tu sais, contre, comment il s'appelle, Lando Vanata, il a shooté un double quand j'ai fait un switch kick. Je savais qu'il allait shooter parce qu'à chaque fois que je me bats contre des strikers, ils deviennent des wrestlers, ils deviennent des lutteurs. Mais je ne m'attendais pas qu'ils me prennent aussi vite. Ça me frustrait un petit peu. Mais c'est pas grave. Où je m'en allais avec ça? Non, c'est ça, la mentalité, même à TKO. Tu sais, à TKO, quand j'ai gagné la ceinture des 145 livres, j'avais pas besoin de monter à 155, mais je l'ai fait pour me challenger. Je devais me battre contre Jesse Ronson. Finalement, la journée du combat, j'apprends que je me bats contre Daniel Lapillus, qui a un style complètement différent de Jesse Ronson. Mais en même temps, la première chose que je me suis dit, tous mes coachs, ils disent OK, il y a un style différent de Daniel. Je dis ouais, mais c'est autant différent pour lui que ça l'est pour moi. Parce que lui, il se battait contre un autre gars. Fait que pour les deux, on était dans la même soupe, puis c'était qui était capable de s'en sortir. Puis ça a été 5 rounds de feu, lui puis moi, puis j'ai réussi à finir au top. Puis c'est ce qui m'a amené à l'UFC, c'était de prendre des risques avec des gros combats. Puis, tu sais, on est seulement 3 gars qui sont sortis de TKO pour aller à l'UFC. Moi, Marc-André Barriault et Cyril Gane. Cyril, man, c'était juste monstrueux, man, quand il était à TKO. Oh my God, man. C'était tellement impressionnant. Puis, Charlot, ça va? Puis il me prend dans ses bras. Je suis là, man, je suis donc bien plus que ce gars-là. Mais il est génial. Jamais, ça va être probablement dans une de tes questions à suivre, là, mais si l'UFC vient à Paris, j'ai dit à l'UFC, Sean Shelby, Dana, j'ai dit, vous me mettez sur cette carte-là. Je ne sais pas ça va être quand. Ils ont donné des dates, etc., que je ne peux malheureusement pas dire, mais ce serait légendaire pour moi. Tu sais, je reçois des messages après mon combat. Même tantôt, j'en ai reçu un de Azur, quelque chose, puis il me dit Yo frérot, je t'écoute parler, t'es l'un des nôtres, quand est-ce que tu viens en France? Puis je suis comme, man, j'adore. Incroyable pour moi parce que je me suis battu déjà beaucoup au Canada. Ils m'ont parlé d'une carte à Toronto. Puis j'étais comme, non, si vous me donnez le choix, c'est pas parce que j'aime pas le Canada, c'est parce que je me suis déjà battu beaucoup ici devant mon monde. Puis ce que je tripe, c'est la piraterie. Tu sais, Booba, c'est votre culture. Il y a plein que j'adore qui m'a aidé à grandir et à devenir le jeune homme que je suis. Donc, de venir avec vous puis partager ces moments-là avec vous. Vous avez d'incroyables fighters, surtout en striking. Il y a plein de strikers que je regarde depuis des années. Donc, toute votre culture, j'aimerais ça, vivre ça. Même, je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Charles Skarbowski, il était allé faire des séminaires, puis il était même allé à l'UFC faire, battre les gars dans l'octogone. Puis ça, c'était juste c'est tout qu'un monsieur, là, il est rendu avec les cheveux longs, puis il a tabassé de la vie, man. Mais je suis comme, man, je peux placer ça un jour. Genre, quelqu'un qui a donné son cœur et son âme à la vie de combattant. C'est sûr, il y a des choix que je ferais différents aussi. Là. Il a l'air d'avoir pris des choses que je ne prendrai jamais. Non, c'est ça. S'il y a un UFC à Paris, je suis je veux être haut sur la carte pour partager ça avec vous. Non, ce serait monstrueux. Et justement, j'écoutais aussi la dernière interview que tu avais fait avec Guillaume, et tu disais, et ça a été confirmé par la réaction que tu viens d'avoir en citant Cyril Gane aussi, mais que vraiment il t'avait fait un effet bof, Cyril, quand tu l'avais vu au TKO. Est-ce que c'est pour toi qui es un technicien et on dit que tu es agressif, mais surtout, ce qu'on oublie de dire à chaque fois qu'on dit que tu es agressif, c'est que tu es ultra technique en étant agressif. Et est-ce que justement, c'est ça qui fait que tu le portes en aussi haute estime, Cyril? C'est le fait que techniquement, c'est la folie? Absolument. C'est quand la première fois que j'ai vu Cyril, c'était à Québec. C'était un carnage. C'était comme contre Adam Daichka, qui était le prochain Québécois à se rendre. Puis là, tu as Cyril qui arrive et qui n'en fait qu'une bouchée. La violence était là. Tout était au rendez-vous. Puis Cyril, je pense que là-dessus, on se ressemble un petit peu. C'est le dommage qui s'accumule. Puis c'est pour ça qu'il gagne souvent par TKO. Tu sais, Junior Dos Santos, c'était plein des coups derrière la tête, mais c'était juste une façon de se plaindre. À chaque fois que Junior essayait de faire quelque chose, il y avait un kick sur les avant-bras. Il y avait un kick aux jambes. Puis tu sais, ça, c'est une chose. Les gens pensent que les kicks aux avant-bras, il l'a bloqué. Ça prend seulement 10 livres de pression. Si l'os, il est mal tourné, si je bloque comme ça un tie kick, mon os, il peut briser. On a 2 os dans l'avant-bras. Puis je voyais Junior, à chaque fois qu'il essayait de frapper, il faisait ça comme ça. Puis il dit, ouais, mais il l'a bloqué. Je dis, non. Ça fait de chien, man. T'as mal aux avant-bras.
tu as mal aux jambes, puis à chaque fois que tu fais quelque chose, tu manges un punch, tu manges quelque chose, c'est là que tu sens l'abandon des gars. Puis c'est là que je me suis reconnu un petit peu avec Cyril, c'est que le monde pense que c'est des coups bloqués, puis c'est des petits coups, mais petit à petit, je t'enlève ton âme, je t'enlève ton envie de combattre. Puis c'est ce que Cyril fait beaucoup. Fait que là-dessus, on s'est rejoint en tant que combattant. Quand je l'ai vu, j'étais comme, wow, man, c'est incroyable. En plus de faire ça comme un poids lourd, un petit poids lourd, c'est un peu de wrestling puis une grosse main arrière. Puis là, tu as le danseur de Vienne, mon gars, qui est smooth sur ses pieds, qui danse, papa, puis il bouge, qui va pour des clins de jambes au 5e round. Traumatisme. Mais oui. Mais justement, pour parler aussi de Cyril et du camp de Cyril au MMA Factory, il y a Fernand Lopez qui a dit publiquement qu'il te voyait champion dans les années qui viennent. Est-ce que d'entendre ça, ça te met plutôt la pression ou alors c'est que du bénéf? Non, j'ai mon bateau puis je navigue, man. J'y vais une marche à la fois. Ce que je faisais mal avant le combat contre Erosa, c'est je me voyais, OK, top 15, top 10, top ci, top ça, ceinture, blablabla. Mais c'est plus autant important pour moi. Ce qui est important, c'est de vivre chaque moment le plus intense possible. Le moment présent est tellement important pour moi parce que sans même le savoir, j'ai été double champion TKO, j'ai eu une carrière amateur folle, j'ai eu début de carrière professionnelle incroyable. Je me suis rendu à l'UFC à 23, mais tout ça, c'est juste rendu des souvenirs, puis c'est des souvenirs que le stress, la pression que je me mettais sur les épaules, je m'en rappelle quasiment plus. C'est pas des troubles de mémoire, c'est que, des fois, tu es tellement stressé, puis ta journée a passé comme ça, puis tu gèles tellement que tu penses à tout sauf au moment présent. Donc, depuis la défaite contre Erosa, je suis beaucoup plus centré sur une brique à la fois, bâtir mon nom, bâtir mes skills aussi. C'était un gros statement pour moi de finir avec une soumission. Donc, c'est ça. C'est une marche à la fois. Puis, si j'ai à être champion un jour, je vais faire de mon mieux pour me rendre. Ça va être génial. Puis ça, c'est une autre chose que j'aimerais discuter un petit peu. Est-ce que tu veux la ceinture parce que ça t'apporte de la popularité? Est-ce que tu veux passer à l'histoire? Il y a plusieurs questions sur c'est quoi être champion du monde. Moi, ce que je veux, c'est un peu une mentalité Baki, c'est qu'au moins pour une soirée dans ma vie, je peux se dire, hey, j'ai été le meilleur combattant du monde. Juste pour une soirée, tu te dis ça parce que le lendemain, tout, etc., ça va être autre chose. Tu peux garder la belle 6 mois si jamais été blessé, puis tout, je m'en fous de ça. Si une soirée, je prends me dire, merde, j'ai été l'homme le plus fort du monde dans cette catégorie-là, bien sûr, ça va. Je pense que ma quête va se terminer là, puis je vais juste faire wow. Je me suis rendu là, puis c'est génial. Mais bon, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Je vais y aller une marche à la fois, puis rendu là, ce sera génial, mais c'est pas le but. En ce moment, le but, c'est Paris, Edson Barbosa. On croise les doigts. Et d'ailleurs, par rapport à Edson, tu as dit que si jamais vous combattiez, toi, tu ne shooterais pas et que tu veux te tester au maximum contre lui debout. Est-ce que c'est parce que, du coup, comme tu sens, on l'a vu en début de discussion, que tu commences vraiment à rentrer dans ton prime physique, technique et mental et tout ça, c'est parce que tu sens que, même au niveau des skills debout, tu penses qu'il y a quelque chose à faire pour toi contre Barbosa? Absolument, absolument. J'ai un style versatile. Lui, c'est un droitier. Il y a plein de choses que je vois. Là. C'est sûr que le combat contre Giga était fort intéressant. Giga Chikadze. Il y a plein de choses, mais c'est parce que c'est vraiment un crowd favorite. Les gens vont trip sur le match-up. Ça a explosé sur Twitter, ça a explosé sur tous mes réseaux sociaux quand j'ai demandé à ça. Puis je veux un fight mano à mano. Ça a l'air fou, mais le feeling, le petit 2 secondes que j'ai eu dans le combat contre Choi où je me suis dit j'ai plus envie d'être là. Mais je me suis senti tellement vivant, puis je me suis dit un jour, j'ai hâte de revivre ça, d'avoir un gars tellement fort qui me fasse abandonner. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré vers ça. Je suis attiré vers le danger, puis je suis attiré vers les sensations extrêmes parce que c'est pas une carrière que je veux faire toute ma vie. Je ne suis pas un Jérôme Le Banner qui va se battre à 56 ans. Là, j'ai mes limites aussi, puis je veux faire attention. Fait que je veux me rappeler que j'ai vécu autant les hauts et les bas, mais j'ai jamais dit non aux gars les plus monstrueux de ma catégorie. Fait que, je veux être comme le cowboy Cerrone des 145 livres. Là. Je veux que les gens se disent « Oh shit, Charles Jourdain, il se bat, il faut aller à Cage au Sport, il faut aller dans un bar, checker ça. » Je veux que les gens le vivent avec moi. Puis ce qui me fait plaisir, c'est après un combat, voir tous les gens qui mettent les vidéos, ils ont toute leur famille, la bière en vol, tout le monde capote, tout le monde... Je sais que je ne suis pas tout seul quand je rentre dans l'octogone. Le monde, ils sont comme
ils sont stressés, ils bougent avec moi. Fait que ça fait tellement plaisir de savoir que je suis pas tout seul. Puis, tu sais, si j'étais un lutteur, puis j'espérais, je te tiendrais contre la cage, les petits coups, je tomberais ton pied, puis après ça, je gagnerais. Ouais, tu sais, tout le monde serait là dans le salon, genre, cool, il a gagné. Ouais, ouais. Tout le monde a son style, puis tu sais, il faut respecter les lutteurs aussi. Tu sais, mais tu sais, quand je dis lutteur, je pense pas à Khabib parce que Khabib essaie de te noyer. Tu sais, il te slam, il te lance des sales shots, il fait en sorte qu'il va chercher son wrist ride pour que tu tournes, puis boum, il va chercher ton coup, il te crank. Tu sais, ça, c'est un finisher. Tu sais, il faut respecter ce style-là. Par contre, quand je regarde des gars qui regardent le temps, OK, j'ai 2 minutes, puis tiens, Ouais. 1, 2, work, 1, 2, 3, stomp kick. Tu sais, je suis comme, man, moi, ça me rejoint pas. Je dirais rien contre ça, j'ai rien contre personne, mais ça me rejoint pas, puis c'est pas le style que je veux. Jamais j'ai regardé le timer. J'ai regardé le timer une fois contre Ewell, j'étais comme, OK, il me reste 20 secondes. C'est là que la flurry, le spinning kick, le push kick, fuck man, il faut que je fasse de quoi. Ben, ça me faisait chier de savoir que je l'avais pas terminé, mais bon, c'est la vie. Est-ce que ça te fait pas presque peur de te dire que là, du coup, tu as cette vision du combat, cette volonté de faire ce que tu peux devant les plus gros challenges? Est-ce que une fois que ta carrière sera terminée, tu n'as pas peur que, comme tous ceux qui en parlent, les Chuck Liddell, une fois qu'ils sont partis, etc., qui avaient un style aussi très spectaculaire, très agressif, que du coup, il n'y ait rien qui puisse remplacer ça une fois que ce soit fini, tu sais? Ah, ben la vie va m'apporter d'autres challenges. C'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est ça que tu veux parler, genre après la Ouais. carrière. Non, non, j'y pense. Tu sais, comme la semaine prochaine, c'est ma semaine off, puis je m'en vais chasser, puis il y a comme un petit peu un thrill aussi derrière le fait que il y a de quoi de primal derrière ça, Mhm. primal. Ça se dit primal, ouais, Ouais, je ok. crois, ouais. Puis, puis il y a de quoi de primal derrière ça, puis tu sais, tu vas chasser ton animal, les animaux, puis après ça, tu les manges, tu sais, tu les débites, etc. Il y a de quoi de. Je suis sûr que je vais trouver d'autres choses dans lesquelles je peux sortir cette espèce de feu que j'ai en dedans de moi. Euh, je sais pas, pour vrai. Je dis ça, puis plus j'y pense, plus je vais. C'est vraiment l'amour de ma vie, les arts martiaux. Puis j'adore ma copine, j'adore mon chien, mais ça, c'est. Il y a quelque chose de pur là-dedans. Il y a un moment extrême où dans le fond, tu es dans un combat où c'est toi qui tues ou tu te fais tuer parce que s'il n'y avait pas d'arbitre, c'est fini. C'est ça qui me fait allumer le feu en dedans de moi. C'est comme il n'y avait pas d'arbitre cette soirée-là. Fou, j'existais plus. Ouais. Je me suis dans la rue avec un fou ou quoi que ce soit, c'est fini. Fait que il y a de quoi de pur là-dedans que je pense que même sauter en parachute ne me redonnera jamais ce feeling-là. Fait que c'est pour ça que j'en profite, puis c'est pour ça que je veux des combats dangereux. Tu sais, c'est comme dans Dragon Ball, tu sais, Sangoku, je sais pas si tu écoutes un peu Dragon Ball, Ah bah oui. il y a un dieu qui s'en vient quand Beerus, je sais pas si c'est Beerus son Ah nom en oui, français. ah oui, là c'est GT, ça du coup. Oh, c'est Euh, super. Ouais, exact. Puis, tu sais, il est comme, quoi? Puis, tu sais, il devient excité par le. Puis, il dit non, il est trop dangereux pour toi. Puis, il dit non, je veux juste lui demander de bouger un petit peu. Puis, ça finit qu'ils vont exploser une planète. Puis, tout, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est genre, tu es tellement excité quand tu sais que quelqu'un peut te mettre dans cette situation de danger-là. Moi, ça vient me. Parce que quand tu gagnes, c'est beaucoup plus satisfaisant que si tu vas te battre contre. Tu sais, en boxe, il y a beaucoup ça. Tu sais, tu vas te battre contre un Mexicain, El Pollo de la Muerte, le poulet de la mort, qui est 0,28. Puis là, je vois les gars qui crient après, mais je suis comme, man, comment tu te sens dans toi? T'es-tu vraiment excité de savoir que tu as battu quelqu'un que tout le monde savait que tu allais battre? Il y a quoi de plus fou quand tu dis, tu sais, Aldo contre Conor McGregor, là, jamais j'aurais pensé que Conor allait gagner. Ouais. Jamais, 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 jamais. Boum! 12 secondes, on était tous là. En plus, les gars à ma table, il y avait, c'était tous des gros Québécois, puis tout, puis ils ont fait des pichets. La fille, elle drop les pichets, le fight commence, bang, il tombe. On est devenu silencieuse, mon gars. Bang! Puis, tu sais, on avait tous les pichets, toutes prêtes à vivre un 25 minutes de fou. Mais c'est Ouais. ça parce qu'il n'était pas supposé gagner ça. Tu sais. Tout le monde qui connaît Aldo était comme non, impossible. Puis, non, c'est ça. Puis, mon ami, je me souviens, il avait son gros pichet. Il l'a calé, puis il a roté, puis il a dit OK, bonne soirée, puis il est parti. C'était tellement bizarre comme situation. Puis, je suis revenu dans mon auto, puis je me grattais la tête. C'est comme ça se peut pas, ça vient pas d'arriver. Mais c'est fou des moments comme ça. C'est des moments qui marquent l'histoire à jamais. Fait que j'aimerais ça mettre mon étampe dans l'histoire en me disant j'ai combattu des gros guerriers comme justement Edson. Puis si avec une bonne victoire, ça peut me placer en d'autres combats top 15, top 10. Mais une marche.
Bon, de toute façon, ce qui est bien, c'est que, à 26 ans, quel que soit ton projet de carrière, ou, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait aucun problème, mais c'est sûr que ça va arriver. En vrai, c'est qu'une question de temps. Yeah. Mais pour la chasse, c'est de la chasse avec quoi? Moi, je chasse à l'arc. Il y a quelque chose de primordial. Donc, j'ai une arc à poulie qui est justement derrière moi. J'ai une très belle arc. Puis là, c'est le dindon en ce moment au Québec. Fait qu'après ça, on se fait dans une mijoteuse, on fait des patates, des légumes, puis tu sais, on mange pas de la journée. Puis le soir, on se fait un festin avec ce qu'on a chassé. Donc, c'est quelque chose de cool. C'est quelque chose que je fais avec mon père. C'est une activité tu sais, nos parents, malheureusement, ne sont pas éternels. Puis je partage des moments extrêmes avec mon père comme ça. Fait que je suis très, très choyé de faire ces activités-là avec lui. Waouh, c'est énorme. Et tu chasses depuis longtemps? Non, ça va être ma première. Je tire à l'arc depuis longtemps. J'ai des arcs à poulie qui sont pour la chasse, puis j'ai des arcs traditionnels. Des arcs traditionnels, c'est pas des arcs aussi puissants, c'est 30 livres environ. Puis l'arc à poulie, par contre, là, ça, tu lâches ta ganse, puis à part, puis tu n'as même pas le temps de l'avoir touché la cible. Fait que c'est incroyablement puissant comme arme. J'aime les armes à feu aussi. Ça, j'ai tiré beaucoup avec des armes à feu, des perdrix, puis des choses ici, mais ça ne m'a jamais trop pogné en dedans parce que la chasse à l'arc, du plomb, ça se projette multiple. Fait que même si tu as manqué la cible, tu la touches. Ouais. Tandis que la chasse à l'arc, si tu manques ta flèche, tu ne manges pas ce soir. Pas nous autres exactement, mais les gens plus primal, c'était comme ça. Fait que c'est important de mettre beaucoup d'heures, puis tu es assis dans le bois, tu respires la bonne air, puis tu fais tes calls, etc. J'ai vraiment hâte de vivre ça. Ça, c'est la première fois que je vais chasser à l'arc officiel. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si tu regardes, mais tout ce que fait Cameron Haynes et ce que font ces gars-là, qui sont les meilleurs du monde à ce qu'ils font. Et ça, si jamais tu vas le faire, ce serait ouf. Mais du coup, genre d'aller, ce que tu vas peut-être faire aussi en partie, mais de prendre 5-6 jours où tu vas dans le Montana et tu vas vraiment traquer, etc. Ouais. Ça doit être tellement fou, ça. Absolument, c'est le dream. Ça, c'est sûr que c'est des projets à suivre. Je suis content avec l'UFC. Je commence à faire beaucoup de sous. Puis je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup parce que je n'ai pas un mode de vie extravagant. Donc, je peux mettre beaucoup de sous de côté. Puis, dans les prochains temps, je vais m'acheter une terre dans le nord, proche de mon père. Fait que, on va avoir du terrain, on peut chasser, etc. Fait que c'est pas mal ça les plans. C'est ça la piraterie. On rentre, on prend des têtes, on prend le trésor. Puis après, c'est rendu un peu plus vieux, je vais pouvoir m'acheter quelque chose. Puis juste relaxer. Est-ce que je vais aimer ça? Peut-être que non. Est-ce que je vais trouver ça long et plate? Peut-être que oui. Fait qu'il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. Mais en même temps, je me dis que n'importe qui peut se rendre au top d'un sport ou d'une discipline ou de peu importe ce que tu fais, si tu arrives à te rendre au top, peu importe ce que tu vas essayer d'accomplir dans la vie, tu vas pouvoir te rendre quand même assez loin. Peut-être pas aussi loin que je vais me rendre à l'UFC, mais je pense que c'est comme un trouble compulsif, obsessif. Tu sais, quand tu commences quelque chose, tu vas bien le faire à fond. Puis je pense que j'ai cette petite malédiction-là. Fait que ma vie, je pense pas qu'elle va être plate, mais que j'arrête, mais le combat va me manquer, effectivement. Et quand tu dis, ce sera une de mes dernières questions, hein, promis, mais et quand tu dis que du coup, maintenant, tu arrives vraiment à mettre des sous de côté, je me souviens que du coup, pendant l'interview avec Guillaume, c'était en 2020, du coup, c'était pas encore sur t'étais sur ton premier contrat, tu n'avais pas encore re-signé avec l'UFC. Du coup, maintenant, tu arrives vraiment, effectivement, tu as eu un nouveau contrat. Et d'ailleurs, est-ce que lorsque vous avez renégocié ce contrat, est-ce que tu as senti, ou à travers ton manager ou avec l'UFC, que là, dans ces moments-là, ça avait joué en ta faveur le fait que tu sois autant un favori des fans, le fait que tu sois autant voulu par le public? Oui, beaucoup, parce que j'ai remarqué quand ils ont sorti les bourses, tu sais, ta bourse, c'est tout le temps x2, puis j'ai remarqué que j'étais même plus payé que Lando Vannata. Puis Lando Vannata, c'est un vrai fight of the night, etc. Fait que je pense que l'UFC m'aime beaucoup, il aime ce que j'apporte sur la table, puis il aime comment je me bats, puis il aime le fait que je suis un fan favorite. Puis, tu sais, j'ai jamais poussé rien. Je pense que ce qui fait en sorte que les fans se rejoignent à moi, c'est que j'ai jamais été faux. Je suis hyper transparent. Je dis à quel point j'ai peur de mes adversaires. Je joue jamais une game de je vais être champion du monde, je vais péter tout le monde. Non, je vais une marche à la fois, je fais de mon mieux. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal, mais je vais jamais me gêner de dire mes vraies émotions face à ce que je vis. Parce que plus tu es vrai dans la vie, c'est comme le phénomène de l'attraction. Les gens sont attirés par ça, quelqu'un qui est authentique. Puis je pense que ce qui fait de moi ma notoriété, si tu veux, c'est mon authenticité et ma façon de combattre. Donc, j'ai deux aspects qui font en sorte que ça aide
avec les négociations de l'UFC. Tu sais, le contrat que j'ai aujourd'hui, je ne pensais jamais faire des sous comme ça. Quand ça a sorti officiel, ben c'est sorti sur plusieurs sites. Donc, j'ai touché 82 000 US, qui est, à mon avis, vraiment beaucoup d'argent pour faire ce que tu aimes. Mais tu sais, en même temps, quand j'ai fait 40 en Thaïlande la première fois, c'était beaucoup pour moi. Ouais. Parce que tu me donnes de l'argent pour faire la chose que j'aime le plus au monde. Tu sais, je vois des fois des streamers, tu sais, des gars qui jouent aux jeux vidéo online, que ce soit des Français ou Américains ou Canadiens, puis ils reçoivent leur première donation, puis ils ont des étoiles dans les yeux. C'est 2 $. Mais c'est parce que tu fais ce que tu aimes, puis tu es rémunéré pour ça. Ça fait tellement chaud au cœur. Mais c'est ça. Là, je suis rendu à une braquette salariale fortement intéressante pour moi. Mais des fois, je voyais tout le monde chialer, c'est pas assez, blablabla. Mais je suis comme, merci de militer pour nous. Mais si tu en veux plus, je vais en faire plus. C'est ma vision. Puis UFC, c'est comme ça. Parce que UFC peuvent te changer comme ça. Tu sais, du jour au lendemain, là, mettons, je n'avais pas des bonnes performances, il aurait dit Charles, t'es out, on prend Morgan, quelque chose, là. Morgan, un nouveau combattant qui est malade. Sérieusement, ce gars-là peut faire des fights de fou à l'UFC. C'est quoi son nom de famille? Est-ce que tu Morgan Chapa? Morgan Charrière? Charrière, oui, exactement. Il est incroyable. Moi, je ne manquais pas ses fights à Cage Fury contre l'Anglais, là, le gars avec les tatous dans le cou, parce que c'était tellement malade. Puis c'est des fighters super cool à regarder. Puis, tu sais, à l'UFC, c'est ça. Il y en a plein des gars là, en arrière comme ça qui peuvent aller chercher. Tu sais, Paddy Pimblett, plein de gars de même, là, ils vont les chercher, puis ils vont en sacrer 6 dehors pour avoir ce gars-là. Fait que malheureusement, c'est la réalité des choses. Moi, j'ai la chance d'être flamboyant, etc. Donc, ma place est quand même bien assurée au sein de l'UFC. Mais il y a beaucoup de fighters qui le sont pas. Tu sais, si tu arrives, tu gagnes par décision, puis tu n'es pas très charismatique, l'UFC, ils vont dire, écoute, la porte est là, mon grand. Fait que c'est la triste réalité de notre sport, mais moi, je ne suis pas une victime de ce qui se passe. Je suis très content de ma position. Je suis très content des sous que je fais, puis je suis très content vers où ma carrière s'en va. Ben, Charles, merci beaucoup. C'était génial. Enfin, j'ai vraiment kiffé cette discussion. Merci pour tout. Et puis, du coup, on te souhaite le meilleur pour la suite. À Paris. Voilà, exactement. On te souhaite le meilleur, donc, et Paris pour la suite. Et puis, bon courage pour tout ce qui arrive et pour tes futurs projets. Merci beaucoup à toi de me donner une voix en France. Même notre sport ici au Québec, on n'en parle pas énormément. J'ai plus de gens qui parlent de moi dans l'Ouest canadien, Toronto, Vancouver, etc., que le Québec. Le Québec est très spécial avec leur vue sur les arts martiaux. Dans leur tête, on est juste des barbares. Pourtant, on a eu Georges comme exemple. Mais ça fait vraiment plaisir que tu nous donnes une voix et que tu nous laisses parler à nos cousins français. C'est très apprécié, bro. Je te souhaite une bonne journée et on se reparle. Carrément. À toutes. Salut, Charles. I'm fucking coming for you!